Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, le sujet comprendre le nouvel impôt société à Dubaï. Je vous rappelle que je suis avocat fiscaliste spécialisé en fiscalité internationale et nous intervenons beaucoup aux Émirats arabes unis, puisque c'est aujourd'hui une destination privilégiée des Français qui souhaitent s'expatrier. Et nous intervenons aussi bien pour des sociétés françaises qui souhaitent créer des filiales aux Émirats arabes unis pour se développer sur toute la région, qui s'ouvrent beaucoup, ou pour des Français qui souhaitent aller habiter aux Émirats arabes unis et créer une structure émirati. Donc, pourquoi ce sujet de l'impôt sur les sociétés? Parce que Dubaï, jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt un paradis fiscal, avec une fiscalité très privilégiée. Donc, une absence d'impôt sur le revenu, alors que je vous rappelle qu'en France, on peut être taxé jusqu'à 45%, avec en plus la contribution sur les revenus. Il n'y a pas d'impôt sur le patrimoine comme nous connaissons l'impôt sur la fortune immobilière qui peut aller jusqu'à un taux de 1,5%. Il n'y a pas non plus de retenue à la source sur les dividendes de sources étrangères. En France, lorsqu'on perçoit des dividendes, on est imposé, lorsqu'on a peu de revenus, à l'impôt sur le revenu directement ou plutôt à la flat tax à un montant de 30%. Et donc, on a pour la première fois Dubaï qui a informé il y a un peu moins d'un an euh, l'OCDE et fait des différentes communications pour aller créer un impôt sur les sociétés. L'objectif de cet impôt société, c'est de se mettre aux normes internationales, notamment avec les nouvelles règles de l'OCDE concernant les multinationales et l'impôt à 15%. Donc, on a un impôt qu'on va regarder en détail, hein, mais qui est créé. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un impôt qui crée un taux à 9%. Donc 9%, on va dire que c'est plutôt raisonnable parce que dans la zone euro, on ne connaît pas d'impôt à 9%. On connaît des régimes plutôt bas, mais après, on tourne plutôt aux alentours des 20% dans la zone euro. Alors en France, on est encore à 25. On a certains pays à 22, 20, et puis on descend un peu plus, notamment avec les régimes irlandais plus favorables. Mais 9, ça reste un impôt extrêmement bas. Alors un mécanisme plutôt simple, jusqu'à l'équivalent de 100 000 euros, on n'a pas d'imposition, et au-dessus de 100 000 euros, on va avoir un impôt à 9%. Alors attention, et c'est un cas très particulier, on a les multinationales, celles qui dépassent 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont imposées conformément aux nouvelles règles de l'OCDE sur le taux minimal de 15%. Alors, il y a des mécanismes de compensation entre pays. On va pas rentrer dans ce calcul-là. Mais c'est vrai que pour justifier leur impôt société, les Émiratis ont mis en avant les nouvelles normes de l'OCDE en matière d'impôt sur les multinationales et ont décidé de redescendre. Alors, vous allez voir qu'on a un mécanisme assez complexe parce que il sert à rien de dire on a un impôt à 9, à 15 ou à 25%. Il faut voir comment il s'applique. Et on a des règles un peu particulières. Alors, je vous rappelle que aux Émirats arabes unis, on a deux types de sociétés. Ce qu'on appelle la mainland, qui est l'entreprise locale, on va dire émirati de base, qui pendant très longtemps a été interdit aux non-émiratis. Maintenant, il n'y a plus de difficultés. Ce sont plutôt des sociétés qui sont redevables d'activités locales, le restaurant, elles peuvent traiter avec des particuliers. Euh, bon, les sociétés situées dans le mainland sont par définition, alors il y a des exceptions, on va les voir, sont par définition redevables de l'impôt société. Et puis on a la free zone. La free zone, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler nous une société offshore qui a été privilégiée, qui est encore
très privilégiés par les investisseurs étrangers dans des zones géographiques très particulières, définies. Alors, notamment, on a dans tel building ou tel autre, on a plusieurs centaines de zones, free zones où on peut s'installer. Euh, on a un principe, c'est que on ne traite pas avec les particuliers sur ces sociétés. Et à la base, lorsque l'impôt société a été annoncé, le principe était que les free zones ne seraient pas soumis à l'impôt société. Après, c'est un peu plus particulier parce que on est rentré dans un critère lié au fait d'avoir un exercice, une activité sur le territoire émirati, et puis on est venu nous rajouter les critères de la QFZP, c'est-à-dire la personne qualifiée, euh, et donc qui recouvre des notions fiscales internationales plutôt connues, que je vais vous détailler, et pour lesquelles on va avoir un impôt zéro. Donc, pour pouvoir bénéficier d'une exonération à l'impôt société, faut avoir ce statut. Alors, première chose, on parle de revenus, des revenus qualifiés. Les revenus qualifiés, c'est tout simplement les personnes qui ont plutôt des activités, on va faire simple, hein, qui ont plutôt des activités liées à l'international et surtout pas vis-à-vis de particuliers. À titre très résiduel, elle pourrait, a priori, à moins de 5%, avoir une activité vis-à-vis de particuliers émiratis, ce qui ne les qualifierait pas en termes d'imposition à l'IS. Et puis, on voit une autre chose, le fait que qu'ils puissent aussi avoir une activité non soumise à l'IS en donnant des prestations à des sociétés mainland. Donc, la définition des revenus qualifiés, elle est plutôt particulière. C'est vraiment garder le principe de base parce que de toutes les manières, après, à chaque activité, il faut faire valider en interne là-bas. Mais le principe, c'est que si vous avez une activité internationale, purement internationale, vous n'aurez pas d'IS. Et si vous avez une activité avec des particuliers aux Émirats, vous aurez un IS si ça dépasse 5% de votre chiffre d'affaires. Et on pourrait avoir une exonération lorsqu'on travaille avec des sociétés mainland, notamment dans le cadre de groupes de sociétés. Donc ça, c'est le premier élément, plutôt difficile à qualifier lorsque nous on voit ça de l'étranger, mais plutôt compréhensible. Après, deuxième condition, ne pas avoir choisi l'IS standard, c'est-à-dire l'impôt société standard. Bon, ce qui est plutôt classique, parce que si vous avez opté à l'impôt société, c'est compliqué de dire que vous n'êtes pas redevable. Surtout qu'on va voir après le formalisme, faut déposer un dossier, des éléments. Troisième élément, maintenir une substance adéquate. Alors, ça, c'est, avec le critère suivant, c'est des critères qu'on voit de plus en plus en fiscalité internationale européenne, puisqu'on va bientôt avoir un mécanisme sur les holdings qui demande de la substance. La substance, c'est quoi? C'est tout simplement pouvoir démontrer qu'on exerce une activité sur place et qu'on a les moyens de les faire. Alors, en fiscalité européenne, je vous donne ces définitions-là parce que en matière de fiscalité européenne, on est rentré dans des définitions très précises. On parle d'éléments intrinsèques et d'éléments extrinsèques. On va parler de quoi? Le fait d'avoir des salariés, le fait d'avoir un bureau. Donc, tous ces éléments font qu'on a une substance adéquate à l'activité. Alors, maintenant, nous, en France, on regarde plutôt la notion de substance. Et d'ailleurs, quand aujourd'hui, dans les schémas internationaux, ce qui est refusé, notamment en Europe, c'est les structures qui n'ont pas de substance et donc pour lesquelles on considère que la société n'existe pas. Je vais vous donner un exemple. Vous auriez créé il y a quelques années une holding qui détient des titres en France et donc une holding luxembourgeoise.
le fisc français, dans la mesure où cette holding, c'est tout simplement une boîte à lettres et qu'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de bureau, il n'y a rien de statique, sauf un bureau où une secrétaire répond pour 200 sociétés qui se trouvent dans la même situation que vous, on considère que la société est fictive et donc qu'elle n'a pas de substance. Donc lorsque aux Émirats on fait référence à la notion de substance, c'est qu'on va aller chercher les moyens mis en œuvre pour réaliser l'objet de la société. Alors, ils ont rajouté le terme adéquat, qui est pas vraiment un terme utilisé en Europe, parce que c'est vrai qu'on a souvent la problématique, et mes clients m'en parlent, lorsqu'ils sont tout seuls dans leur coin à faire un chiffre d'affaires, des fois même très important, et qui me disent, mais moi, j'ai pas besoin de bureau, j'ai pas besoin de salariés. Et c'est là où on a eu une inadéquation quand même entre la fiscalité et la réalité économique de certains marchés. Mais il faut donc faire attention de maintenir une substance adéquate. La substance adéquate, elle sera par définition remplie si vous avez une structure aux Émirats et que vous vivez aux Émirats. Maintenant, si vous êtes résident fiscal français, vous avez créé une société free zone sur laquelle vous dites j'ai pas d'impôt société et que vous allez essayer et que vous n'avez pas non plus de bureau, limite un compte bancaire, mais des fois même pas, effectivement, là, vous avez un sujet de manque de substance. Quatrième élément, le respect des exigences en matière de prix de transfert de la loi sur l'IS. Alors, la notion de prix de transfert, c'est une notion très importante de fiscalité internationale. Le prix de transfert, c'est le moyen de vérifier qu'on ne va pas transférer du bénéfice vers vers un pays à fiscalité privilégiée et donc qu'on va vendre au vrai coût des marchandises. Alors, quand on dit ça, c'est plutôt clair. La mise en application est plutôt compliquée. Parce que la mise en application, et je donne souvent cet exemple, elle est facile pour un clou qui n'a aucune particularité et qui a quasiment un prix standard partout dans le monde. Donc, on peut s'étonner pourquoi une société le vendrait 4 fois quatre fois plus cher à une société émiratie qu'à une société européenne. Par contre, quand vous êtes sur un tracteur hyper perfectionné qui a une adaptation à 25% uniquement aux clients, c'est compliqué d'aller chercher la notion de prix de transfert et de comparable. Donc, ce que je veux dire par là, il faut faire attention à la notion de prix de transfert. C'est compliqué en termes de produits, c'est quand même beaucoup plus simple en termes de services. Car moi, j'en parlais hier avec un de mes clients qui a des prestations informatiques entre la France et les Émirats arabes unis. Et je lui dis, bah, c'est simple. Quelqu'un qui a votre ancienneté, votre typologie de savoir-faire, combien il va facturer? Il me dit, c'est facile, on a des références, voilà. Donc, vous devez être dans ces clous-là. Il n'y a aucune raison que le 600 ou 800 euros par jour, il passe à 1000 ou 1200 par jour, ou qu'il passe à moins d'ailleurs. Donc, voilà, éléments de prix de transfert. Pour moi, dans ces éléments-là, le plus important reste quand même le fait d'avoir une substance adéquate et les revenus qualifiés. Donc, on récapitule. Au niveau de l'IS, qui est de 9%, si vous êtes une mainland, principe d'imposition à l'IS. Si vous êtes une free zone, on peut dire on a quasiment le principe d'une imposition à zéro à partir du moment où vous remplissez les 4 critères que l'on vient de décrire. Donc, ce qui est nécessaire, et nous, c'est ce qu'on fait lorsque nos clients vont s'établir aux Émirats arabes unis pour créer une filiale ou même pour y vivre et créer une société, c'est qu'on va rentrer dans ce type d'analyse avec nos correspondants aux Émirats arabes unis pour leur décrire quel va être le régime qui va s'appliquer à eux. Mais il ne suffit pas uniquement de dire je suis imposable ou non imposable. Après, on a un certain nombre de critères et c'est ce dont je voulais vous parler au niveau du dernier point. Premièrement,
l'assujettissement des personnes morales ou personnes physiques exerçant aux Émirats arabes unis, il s'agit des personnes résidentes fiscales, donc constituées aux Émirats arabes unis, mais qui sont dans certains cas aussi constituées dans des juridictions étrangères et gérées et contrôlées aux Émirats arabes unis. Bon, là, ça va encore. Et puis, on parle aussi des établissements stables de sociétés étrangères. Établissement stable, ça veut dire que vous êtes une société française et puis vous avez décidé d'ouvrir un bureau commercial aux Émirats arabes unis sans ouvrir de société émiratie. Eh ben, le chiffre d'affaires réalisé par ce bureau commercial pourra donner lieu à une déclaration et à l'assujettissement à l'impôt. Donc, la loi émirati, mais c'est plutôt classique, impose les revenus à la fois sur la base de la résidence et sur la base de la source. Donc le revenu fiscal est imposé selon les revenus provenant de sources nationales et étrangères, ou dans le cas où on aurait un revenu de source étrangère, hein, ce qu'on appelle les NRF, dans ce cas-là, on est imposé que sur le revenu provenant de la source émiratie. Donc le modèle d'imposition, il est plutôt simple, là je vous l'ai défini. Par contre, très important, ne sont pas imposables les dividendes plus-values, gains en capital, d'actions tirées d'actions émiraties ou étrangères, royalties, dépenses d'intérêt. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que quelqu'un qui aurait logé une marque aux Émirats arabes unis ne se verrait pas être redevable au titre des royalties qu'il percevrait. Et donc, ça ouvre pas mal d'opportunités. Alors, le principe, néanmoins, concernant les marques, les licences, tout ça, c'est souvent ce que moi, je préconise à mes clients, c'est d'éviter obligatoirement une géolocalisation, aussi bien de pas le mettre dans une société française que pas le mettre dans une société émiratie lorsqu'on voyage beaucoup, et donc plutôt d'être titulaire personnellement des marques pour pouvoir les donner en licence le moment venu à des sociétés françaises ou étrangères. Important aussi, c'est la base de l'impôt. On vient de voir que on va prendre les revenus qui rentrent dans une société émiratie, mais on prend aussi les dépenses d'entreprises légitimes engagées entièrement et exclusivement aux fins du revenu imposable, les frais de représentation des clients ou dépenses d'intérêt. Alors, il y a une question quand même de savoir dans quelle mesure les rémunérations des dirigeants sont déductibles. A priori, lorsqu'on interroge nos correspondants et qu'on lit les textes, on voit qu'ils sont déductibles. Mais dans un pays où l'impôt sur le revenu n'existe pas, il est quand même très tentant de mettre le montant de son revenu égal au montant du bénéfice imposable. Donc on verra comment évolue la législation aux Émirats arabes unis, parce qu'on voit tout de suite que vous pouvez être dans une société où vous avez un impôt à 9%, au-dessus de 100 000 euros, donc on va dire que vous faites un bénéfice de 300 000 euros, mais à la fin de l'année, vous prenez une rémunération de 200 000. 300 000 moins 200 000, ça vous fait 100 000. Avec le seuil d'imposition à 100 000, vous êtes en impôt zéro. Et comme sur les 200 000 que vous prenez, bah, vous prenez 200 000, 50 000 ou 20 000, vous n'avez pas d'impôt, vous arrivez à neutraliser votre impôt société. Donc c'est vrai, je pense que avec l'expérience, avec les textes qui se développeront, on va voir comment on peut analyser les rémunérations versées aux dirigeants ou même aux membres associés et à quel niveau elles sont déductibles. La réponse légitime serait de dire que la rémunération ne doit pas être excessive. Mais ce sujet en France, il existe et rares sont les redressements sur cette base de rémunération excessive. Parce que moi, je peux avoir certains clients où à 200 000 euros, la rémunération peut être excessive et à 2 millions d'euros, elle peut ne pas être excessive. Tout dépend de la taille du groupe. Donc voilà, le principe, et peut-être qu'ils resteront sur ce principe très simple, est
de dire que la rémunération du dirigeant est déductible. Dernier élément, le formalisme. Donc, il va falloir déposer un dossier et obtenir un numéro d'enregistrement à l'IS. Et puis, dans les 9 mois de la clôture de l'exercice, déposer les informations comptables et fiscales auprès des impôts et donc de l'autorité fédérale émirati en termes d'imposition. Donc quelque chose de très classique. On voit qu'il y a un délai plutôt long que 9 mois. Nous, on a plutôt la tradition de 3 mois et quelques jours supplémentaires pour liquider l'impôt, sauf au 31 décembre où on va gagner un petit délai. Mais on est sur un délai un peu long. Donc voilà sur ce que je voulais vous dire. Je vous rappelle donc que on a un impôt à présent qui s'applique depuis le mois de juin à hauteur de 9%. Retenez en principe qui concerne plutôt les sociétés mainland, donc des sociétés qui ont vraiment des activités purement émiraties, que lorsqu'on est une société internationale, on va pouvoir éviter. Voilà un peu tous les éléments. Et puis je